d'être là. Donc on va commencer la réunion. Merci à Daniel pour avoir accepté donc, de présenter aujourd'hui. Et je vais lui laisser la parole dessus. Merci Fanny. Bonjour à toutes et tous. Je suis tout à fait ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce midi conférence. Alors, voilà, en tant que visiting professeur, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que je fais. Mais bon, ça pourrait être long et fastidieux. Donc en fait, je vais m'en tenir à un certain nombre de concepts. Aussi dans la mesure où il me semble que c'est intéressant de réfléchir à plusieurs voies, à plusieurs disciplines sur un objet comme celui des frontières dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Je tiens à dire pour celles et ceux qui devraient partir avant la fin, et plus généralement pour celles et ceux qui seraient intéressés à en savoir un petit peu plus, ou disons à retrouver de façon pas forcément très fidèle, mais surtout en anglais, le contenu de ce que je vais présenter, que vous le trouvez dans l'introduction du volume que je viens de diriger, le Geopolitics, le numéro 23, numéro 3, qui porte précisément le titre Bordering the Middle East, un peu prétentieux, mais avec une série de cas d'études de différents collègues, tous des cas remarquables qui proviennent des recherches de terrain. Voilà, tout ça pour vous dire que ce dont je vais parler n'est pas déconnecté des terrains. Voilà, ça c'est très important à dire en préambule. C'est celui-là. Alors, la première chose à dire à propos des frontières, dès qu'on parle du Moyen-Orient, puisque c'est ma région de concentration et c'est là où je travaille et c'est là que j'ai développé un certain nombre de réseaux de connaissances, c'est qu'aujourd'hui, et a fortiori après, je dirais, l'expérience terrible de l'État islamique, on a eu une sorte d'impression de chaos. Il faut bien le dire. Du reste, la revue Outre-Terre, qui n'est pas forcément connue du reste pour faire des grandes conceptualisations, a fait un titre tout à fait suggestif, Chaos Land, qui est vraiment presque vendeur, comme ça on dirait. Je ne sais pas s'ils en vendent plus, mais toujours est-il que l'idée du chaos, c'est aussi une tentation très ancienne, tout à fait néocoloniale, postcoloniale en l'occurrence, de redécouper la région. Puisqu'il y a des problèmes et que c'est le chaos, eh bien redécoupons la région pour éviter les problèmes. Alors c'est tout à fait fantasque ce que vous pouvez constater ici. Là vous avez la carte des États aujourd'hui, et là vous avez une sorte de suggestion d'un géographe américain, un géographe du politique, qui s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de redécouper les États de la région suivant des tracés des appartenances identitaires. Alors c'est tout à fait fantasque, on est absolument d'accord, mais il n'empêche que, je ne sais pas, il a dû trouver des fonds pour faire ça, quoi, hein. Donc à un moment ou à un autre, il y a quand même des gens qui se sont dit que c'était pas complètement n'importe quoi. Alors bon, on va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais il y a une chose qui est très intéressante dans ces deux cartes, c'est la prééminence, l'importance, si vous voulez, de cette croyance de la frontière comme ligne de séparation, et comme ligne de séparation entre des groupes identitaires, ce qui semble encore plus absurde, puisqu'évidemment, de dire les chiites se trouvent ici, les druzes se trouvent là, etc., c'est peut-être faire fi de pas mal de complexité des sociétés du Moyen-Orient, entre autres choses. Donc, d'une certaine façon, on n'est pas sorti de l'auberge avec ce type je dirais, de tentation, et un autre récit, un autre narratif sur les frontières dans la région est venu directement du groupe État islamique, qui, vous vous en souvenez, c'est une image bien connue, celle de juin 2014, lorsque le groupe a en quelque sorte mis son drapeau, franchi la frontière syro-irakienne, abolissant, soi-disant, les frontières donc, de Sykes-Picot, je cite, bien sûr. Et c'est évidemment faire toutes sortes d'économies de la réalité, une sorte d'aplatissement de la complexité.
mais bien évidemment, l'objectif de l'État islamique, ce n'est pas la production académique, c'est la production politique et idéologique. Hein. Donc c'est tout à fait autre chose. Mais enfin, la contre, évidemment, si certains intellectuels se sont réjouis de l'idée que c'était la fin des lignes coloniales au Moyen-Orient, ça reste à prouver, il y a d'autres, effectivement, ont quand même douté un tout petit peu de la, je dirais, d'un certain nombre de raccourcis qui étaient ici à l'œuvre aussi. À commencer par le fait que Sykes-Picot, ce ne sont pas des frontières, ce sont des zones d'influence. Et là, vous avez la carte de 1916, qui est donc la carte de la répartition entre les zones d'influence accordées à la Grande-Bretagne en rose et rouge, et celles en bleu et gris, gris-bleu, voilà, accordées à la France, enfin auto-accordées, hein, puisque les Britanniques et les Français se sont auto-accordés des territoires sur les futurs décombres de l'Empire ottoman. Hein. Et ceci, ajoutons-le aussi, par devers une promesse faite par les Britanniques au shérif Hussein de la Mecque. Hein. Le shérif Hussein qui avait mobilisé de ce fait-là ses Bédouins pour, en quelque sorte, lancer une lutte arabe visant à défaire les Ottomans et à instaurer un grand royaume arabe, et avec le soutien des Britanniques. Alors le grand royaume arabe, je ne sais pas si vous le voyez, moi je ne le vois pas. Hein, mais donc voilà, donc c'est effectivement ce qui s'est produit, hein, une promesse trahie. Bon, ce n'est pas la seule, hein, il y a aussi la déclaration Balfour, hein, bien connue. Mais tout ça pour vous dire que, pour parler de délimitation, eh bien on a ici déjà je dirais un premier problème, hein, qui est un problème fondamental qui va persister, puisqu'il persiste effectivement jusqu'au moment où l'État islamique se réapproprie ce narratif de Sykes-Picot pour dire qu'il s'agit de frontières coloniales. Difficile de dire que c'est complètement faux, mais ce ne sont pas des frontières, ce sont autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous, en tant qu'analystes, si on souhaite parler de frontières et si on souhaite aller au-delà des frontières comme ligne? Ça, je pense que c'est une question qui se pose parce que, vous l'avez vu, la prééminence cartographique de la représentation de la frontière comme ligne est quelque chose, je dirais, d'automatique, hein, en quelque sorte. C'est quelque chose qui nous pollue aussi un petit peu le cerveau. Hein. C'est quelque chose qui nous empêche de regarder d'autres choses. Alors, dans les tentatives de conceptualisation, il y en a, j'aimerais m'arrêter sur ce courant des Border Studies, qui a vu le jour dans l'espace USA-Mexique de la frontière, la Frontera, autour d'une communauté de chercheurs de différentes disciplines. Et c'est ça un premier élément assez intéressant, c'est cette idée de l'interdisciplinarité. Des géographes évidemment, mais aussi des anthropologues. Donc les gens qui sont allés, pas simplement prendre des photos de la frontière, ou compter le nombre de cailloux, ou le nombre de barbelés, mais précisément poser la question aux habitants de la région frontalière, par exemple, en essayant de comprendre aussi qu'est-ce que fait un garde-frontière, qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce que c'est que les border patrol, qu'est-ce que c'est que les... Bref, en commençant à documenter de façon substantielle, en quelque sorte, à cette frontière. Aussi parce que c'est une très grande frontière en paix qui génère un très grand nombre de morts par année, ce qui est tout à fait paradoxal et intéressant. Justement, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça vaut la peine de se pencher là-dessus. Alors, ces Border Studies, d'abord centrés donc, en Amérique du Nord, au sud de l'Amérique du Nord, vont connaître une sorte de globalisation avec la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, ça a été, en 1989, l'idée, la croyance, en quelque sorte, qu'on en avait fini avec les frontières. Hein. C'était la fin des frontières. Il y a tout un narratif qui s'est développé dans les années 90 pour dire, enfin bon, les frontières, voilà, ils s'en sont débarrassés, quoi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est venu, en quelque sorte, accompagner un narratif de la globalisation. Et bien à tort du reste, puisqu'on a oublié de regarder un certain nombre d'autres processus de la globalisation. Hein. Et probablement que le tournant de l'an 2000 a été tout à fait, a été comme une espèce de choc, comme ça, puisque sur le plan empirique, les événements du 11 septembre ont conduit, qu'on le veuille ou non, à un processus
de construction de nouveaux murs, de sécurisation d'un certain nombre de frontières. Et sur le plan théorique, la fin des années 90 et le début des années 2000, c'est le spatial turn. Le tournant spatial en géographie, c'est de concevoir l'espace comme une construction sociale et une représentation. Ce qui n'est pas tout à fait rien, puisqu'évidemment ça permet de doter l'espace et notamment les frontières d'une densité autrement plus substantielle, autrement plus complexe qu'une simple ligne de souveraineté interétatique. Alors, ce qui est intéressant avec les Border Studies, c'est qu'au fur et à mesure de leur travail, du travail qu'ils ont, que ces praticiens ont accompli, un long dialogue s'est développé en vue d'une tentative ou deux tentatives au pluriel de conceptualisation. Comment est-ce qu'on peut penser la frontière autrement que comme ligne? Quel vocabulaire, quel concept utiliser? Et l'idée principale qui se décline, on va le voir, c'est de concevoir la frontière comme processus. Non pas comme un fait, une donnée, un donné ou simplement une sorte d'inévitabilité, mais bel et bien comme un processus, c'est-à-dire quelque chose de changeant. Il y a quelque chose qui un jour apparaît, peut-être un autre jour disparaît et réapparaît. Tant qu'à faire. Trois composantes de ce processus. Le premier qui est, je dirais, surtout orienté sur la territorialisation, celui du bordering, c'est-à-dire ce qu'on a traduit en français, c'est pas très joli, mais la frontiérisation. C'est un moyen justement d'étendre l'étude des frontières aux espaces environnants, aux régions frontalières notamment, aux acteurs qui composent ces régions frontalières, avec une idée qui est extrêmement intéressante, qui est l'idée de la co-construction de la frontière. La frontière n'est plus simplement quelque chose qui vient d'en haut, ça n'est plus simplement imposé par l'État. Les acteurs qui vivent aux abords de la frontière, fussent-ils des réfugiés du reste, ils contribuent à la définition, à la fabrication de cette frontière, à la perception de cette frontière. Nier l'importance de ces perceptions serait se méprendre sur la nature de cette frontière aussi. Deuxième élément qui est en interaction avec le premier, vous le voyez bien, l'ordonnancement politique, c'est-à-dire ce terme de ordering, qui précisément définit en quelque sorte des normes, des cadres, des lois, un régime politique dans l'espace qui est revendiqué. Alors là, on s'approche un peu plus d'une définition weberienne, si vous voulez. Et en même temps, troisième élément qui va ensemble avec le reste, la question de l'identité, l'identification. Donc, moins l'identité, mais plus l'identification, Brubaker, bien, pour ceux qui l'ont lu. C'est cette idée de la dimension relationnelle, qui est consubstantielle de la définition d'une frontière, de la définition d'un territoire et de la souveraineté sur un territoire. Alors vous voyez bien, ces trois composantes du processus qu'est une frontière, en quelque sorte permettent de se demander, permettent d'interroger aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est aussi parce que qu'est-ce qu'une frontière, ça ne veut rien dire, mais qu'est-ce qu'une frontière aujourd'hui, ça permet de se demander qu'est-ce qu'elle est vraiment dans le cadre, dans le contexte de la mondialisation. Et ça c'est aussi un élément, on va voir que ça a son importance. Mais dans le fond, ça permet de se, si on reprend des cartes du Moyen-Orient non trafiquées, eh bien, on peut adresser trois questions immédiatement. Quel territoire, pour quel pouvoir, et quelle identité dans ces territoires? Et c'est là que ça devient aussi intéressant, c'est que quand on adresse, quand on se dit qu'une frontière n'est pas simplement une ligne, c'est pas simplement le fait que les coloniaux vont venir dessiner des lignes et c'est tout, hein, mais que ça va avoir un certain nombre d'implications. Et ces implications, c'est justement des constructions politiques, c'est aussi des revendications identitaires, c'est un certain nombre d'enjeux qui vont être relevés. Ça permet, je pense, d'avoir un prisme un tout petit peu différent sur ce passage entre une logique d'empire, et là vous avez ce qui restait de l'Empire ottoman à l'intérieur de ce trait brun,
le passage de cette logique d'empire à cette logique d'État, entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on a des États indépendants. Avec chaque fois, vous avez les dates des indépendances. Alors, c'est évidemment, une fois de plus, je suis en train de vous montrer une carte avec des traits qui sont des frontières. Mais justement, je vais essayer d'en dire un tout petit peu plus, parce que c'est là que ça devient intéressant. C'est que l'imposition de ces frontières, on le subodore. Première chose, c'est pas qu'on subodore, c'est qu'on sait. Personne n'a été consulté. Donc ça, il faut que ce soit absolument clair. Deuxième chose, on le subodore. Un grand nombre de groupes sociaux, sans que ce soit des groupes communautaires tout à fait délimités, mais de groupes sociaux organisés, ont été divisés, ont été en quelque sorte séparés par ces lignes. Et il n'y a quasiment pas une seule de ces frontières où il n'y ait pas eu, par la suite de l'imposition de ces traits, des négociations entre les autorités mandataires, françaises ou envers britanniques, avec les populations locales, pour trouver des modalités de facilitation pour franchir ces frontières. Durant toute la période du mandat, donc depuis 1920, lorsque la SDN octroie les mandats à la France et à la Grande-Bretagne au Moyen-Orient, jusqu'à, grosso modo, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des négociations sur justement la possibilité de franchir un certain nombre de frontières parce que les communautés humaines, disons, ont été coupées de entre elles, en quelque sorte. Donc voilà. Alors ça c'est une première chose. Peut-être une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on assiste de ce fait-là sur le plan identitaire à des espèces d'États Frankenstein. Bon, j'ai inventé cette idée d'État Frankenstein après avoir lu Frankenstein à Bagdad, qui est un roman absolument incroyable que je recommande. Voilà, justement, Bagdad, enfin l'Irak, c'est l'archétype même d'un État qui tout d'un coup se voit en quelque sorte créé sans que personne à l'intérieur de cet État l'ait voulu. Pour quelle raison il était créé? Voilà, la question, c'est la même question pour la Transjordanie. Eh bien, la réponse est relativement simple, pour les intérêts britanniques. Et les intérêts britanniques, ce sont des intérêts notamment sur la protection de la route des Indes. Et vous observez qu'avec le mandat sur la Palestine, eh bien, vous pouvez débarquer à Haïfa et réembarquer à Abadan sans quitter le territoire britannique. Et c'est un des objectifs, en passant, en évitant de tourner tout autour de l'Afrique, en évitant le canal de Suez, de passer littéralement par voie terrestre, de protéger en quelque sorte cette route des Indes, aussi sur ce segment-là. Alors c'est évidemment, ça semble un petit peu tiré par les cheveux quand même, ça l'est pas vraiment, donc il y a quelque chose il y a aussi un imaginaire colonial relativement fort encore à ce moment-là, et puis au-delà de ça, eh bien, évidemment ça va créer en quelque sorte des espèces de monstres politiques. Kurdes, sunnites et chiites vont se retrouver ensemble dans un État qui est censé fonctionner, alors personne ne sera d'accord, et évidemment ça va être un chaos tout à fait considérable, le bourbier, l'Afghanistan des troupes britanniques coloniales, ou le Vietnam, peu importe. Mais plus largement, sur le plan du ordering, il ne suffit pas simplement de dire, par exemple, que oui, les Britanniques, tout comme les Français dans leur zone, avaient la haute main sur le politique. Encore faut-il voir qu'est-ce que les forces coloniales mandataires ont fait du politique, justement. Et là, c'est un tour de passe-passe que les Britanniques ont mieux réussi que les Français à ce niveau-là, puisqu'ils ont, après avoir trahi le shérif Hussein de la Mecque, eh bien, ils ont donné des lots de consolation à 2 de ses 3 fils. Les lots de consolation, c'est de devenir roi à Amman, en Transjordanie, et à Bagdad, pour Abdallah et Faisal, respectivement.
Et c'est quelque chose qui semble là aussi un tout petit peu farfelu, hein, au jour d'aujourd'hui. Et pourtant, ça s'est produit ainsi. Et pourtant, ça a été pour la Grande-Bretagne une opération considérée comme étant tout à fait réussie pour la Transjordanie notamment, puisque la fonction territoriale et politique de la Transjordanie était précisément de freiner la montée en direction du Mashrek de Ibn Saoud, qui, avec les Irwen, ces soldats montés sur chevaux, étaient en quelque sorte en train de conquérir de façon difficilement contrôlable un certain nombre de zones. Et en installant un roi à Amman et en lui adjoignant des troupes bédouines entraînées par les Britanniques, qui seront connues ensuite par leur chef Gloub Pacha, ça va en quelque sorte permettre à la Grande-Bretagne d'avoir un pouvoir, et d'autres pouvoirs, qui localement font le boulot dans l'intérêt de la Grande-Bretagne. Donc c'est-à-dire qu'il y a une sorte de phagocytage du politique à travers une logique territoriale qui va avoir des implications identitaires. Des implications identitaires, puisqu'évidemment, qu'est-ce que l'identité nationale en Jordanie? Voilà, enfin, ça n'existait pas ce territoire avant. Voilà. Et à Amman, il y avait 5000 Bédouins en 1924, quand il est arrivé. Il y a 3 millions de personnes maintenant. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais enfin, il y a 50% de Palestiniens. Oui, effectivement. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que l'enjeu de l'identité nationale en Jordanie? Vous le voyez bien, là, on est au cœur d'un problème. Sans parler évidemment de l'Irak, où là, je crois qu'on a compris qu'on a affaire à une somme de problèmes. Et puis la Palestine, où là, évidemment, je ne sais pas si c'est la peine de dire quel désastre on a. Hein. Mais enfin, tout ça pour dire que ces trois notions de bordering, ordering et othering, frontiérisation, ordonnancement politique, identification, permettent d'enrichir en quelque sorte, de façon substantielle, l'idée même de frontière. Ça n'est pas simplement, on ne trace pas simplement une frontière. En traçant une frontière, ou en décidant de tracer une frontière, les implications sont multiples. Et c'est bel et bien de cela qu'il est question, et des implications qui vont, vous le voyez très bien, jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans ces vocabulaires conceptuels développés dans les Border Studies, force est de reconnaître d'abord que pendant plusieurs années, je me suis senti seul. Donc dans les colloques, il n'y avait personne qui traitait du Moyen-Orient, donc je les cherchais partout. Voilà. Donc, et je me suis dit, c'est pas parce qu'il n'y a personne il y avait quand même quelques collègues israéliens, mais voilà, ils ne pouvaient pas vraiment parler de beaucoup de choses. Et néanmoins, il y a un langage commun qui s'est développé et que j'ai pu observer dans ces réunions, dans ces revues. Alors la revue géopolitique, c'en est une, mais il y a le Journal of Borderland Studies, par exemple, où vous avez aussi des apports conceptuels qui permettent, je dirais, de pêcher quelques bonnes idées. Mais globalement, il y a 4 concepts qui me semblent dignes d'intérêt et qui méritent d'être un petit peu passés au crible du Moyen-Orient. Parce qu'à un moment donné, se dire, oui, super, il y a des concepts, on va les utiliser, ils fonctionnent bien. Oui, enfin, peut-être essayons de les prendre et puis de voir jusqu'où est-ce qu'ils sont utiles, hein, et comment est-ce qu'ils peuvent être utiles. Alors, la première notion, c'est on l'a dit, la ligne frontière, qui est une espèce de représentation dominante, mais qui est aussi quelque chose qui a à voir avec les systèmes de surveillance, qui donc a à voir avec l'outsourcing sécuritaire, les entreprises de la sécurisation, les agents de la sécurisation, les États qui mandatent et qui privatisent des espaces frontaliers de la sécurisation, notamment. Mais au-delà du fait qu'il désigne évidemment tout cet ensemble, également dans les eaux territoriales, hein, puisque là on a aussi l'émergence et l'explosion de frontières avec les zones territoriales, on a un certain nombre de réserves quand on regarde les choses à partir du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, les lignes frontières, elles sont approximatives. Il faut le dire. Elles sont franchement approximatives. Je donne un exemple.
lorsque l'armée syrienne s'est retirée du Liban en 2005, le gouvernement de Fouad Saniora a décidé de nommer une commission d'enquête sur la délimitation de la frontière entre le Liban et la Syrie. Vous allez me dire, mais enfin on sait où elle est cette frontière. Oui, si on regarde une carte, genre voilà, Atlas, mais si on va regarder de près, là, les gens ne savent absolument pas où elle passe. Absolument pas. Et donc on s'est dit, mais enfin, moi une fois j'ai eu affaire un peu à quelques officiels, puis j'ai levé la main, j'ai dit, oui, mais enfin, pourquoi? Puis il y en a un qui me regarde, qui me dit, mais il est bête celui-là. Et il me dit, mais mon vieux, quand la France était des deux côtés, elle ne s'est vraiment pas donné la peine de préciser où était la délimitation. Et c'est quelque chose qui est tout bête, hein, mais c'est effectivement vrai. C'est qu'à un moment donné, il y a des approximations. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous regardez les documents historiques, vous avez des détails invraisemblables sur la localisation de la frontière. Oui, à côté du 3e bosquet. Vraiment incroyable. Enfin, comment voulez-vous en sortir avec ça? Donc, quelque chose qui effectivement pose problème. Hein. Si on parle de ligne frontière, l'exactitude de la ligne frontière reste vraiment... Et du coup, évidemment, des négociations entre le pouvoir libanais et le pouvoir syrien, dans le contexte d'une ancienne domination syrienne sur le Liban, je vous explique qu'ils ne sont jamais arrivés à un résultat. Voilà, donc on est toujours dans le flou. Et il y a 56 points sur la frontière qui sont litigieux. Et on parle vraiment d'une frontière toute petite, hein, donc je ne parle même pas des frontières les plus importantes et des frontières avec des enjeux pétroliers, ou je ne sais pas, oui, donc voilà. Simplement pour dire qu'on est quand même pas sorti de l'auberge. En outre, des espaces ouverts peu peuplés avec des zones arides, pour quelles raisons est-ce qu'on s'inquiéterait de savoir où passe à 10 ou 20 cm près la frontière? Donc à un moment donné, l'illusion cartographique est aussi une illusion relativement occidentale d'une définition foncièrement territoriale, je dirais invraisemblablement matérialiste, hein, de la frontière, alors que, évidemment, dans les zones arides, ça a même une utilité relativement marginale. Hein. La sécurisation, ça a un coût. Tous les États de la région, du Moyen-Orient, ne peuvent pas se le payer. Hein. Si l'Arabie Saoudite est en train de s'emmurer, bon, c'est son choix politique, eux, ils ont de l'argent. Je vous rappelle, c'est le pays le plus riche, mais c'est le pays le plus riche, c'est en train de bombarder le pays le plus pauvre, le Yémen. Hein. Alors le Yémen, il n'a pas la possibilité ni d'être pas d'accord, en tout cas théoriquement, il n'y a pas beaucoup de voix pour l'instant, mais enfin il continue à exister néanmoins, mais en tout cas il n'y a pas la possibilité de murer une frontière, enfin faire ce genre de sécurisation. Enfin, évidemment, des litiges, ce que je disais sur la délimitation frontalière, qui bloquent des négociations, les rivalités entre États, je ne parle même pas, et les légitimités fluctuantes, voire dangereusement fluctuantes, puisque ce qui est vrai lundi ne l'est plus forcément mercredi. Hein. On l'a vu avec ce qui s'est passé en 2011. Hein. Et sans aucun doute qu'on oublie de penser que ce qui s'est passé en 2011, les soulèvements arabes, ont enclenché un certain nombre de mouvements sociaux qui continuent, dont on ne parle plus, mais qui continuent quasiment tous les jours. Tous les jours, à Bassora, au sud de l'Irak, il y a des manifestations. C'est juste une idée. Donc, pour dire qu'à un moment donné, les pouvoirs en place, ils restent quand même relativement fragiles. Et pour l'essentiel d'entre eux, ce sont les pouvoirs autoritaires. D'où aussi leur fragilité. Autre concept utilisé dans les grands studies, la région frontalière. Alors la région frontalière a pour elle d'être difficile à délimiter. Mais elle est difficile à délimiter si on essaye de s'arrêter à l'idée de tracer une ligne, de nouveau. Par contre, ce qui compte, c'est la définition de la relation entre le centre et cette région frontalière. Et c'est ça qui va définir la région elle-même, c'est cette relation. La région frontalière, c'est une région d'intersection, d'échange, mais aussi de confrontation, de trafic illicite, et aussi une région qui différencie les communautés et les espaces. Et de ce fait-là, qui contribue en quelque sorte à la fabrication de la frontière elle-même. Dans le fond, on assiste souvent à loin de l'État, on assiste effectivement dans les régions frontalières à une sorte de production de la frontière,
au jour le jour, à travers différents trafics, à travers différents types de relations, à travers une sorte de normalisation d'une frontière, quand bien même les deux pays sont en tension, mais simplement les communautés frontalières, elles, sont en tension. C'est assez intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a aussi là une matière à regarder les choses de façon égale. Alors évidemment, le risque, ça serait la surdétermination de la relation centre-périphérie, de la lecture centre-périphérie, pardon. Et au-delà de la région frontalière, il faut regarder qu'est-ce que la frontière a coupé en deux. La frontière a souvent coupé en deux les zones transfrontalières dont je vous parlais au tout début, les zones transfrontalières cohérentes sur le plan social, avec des intermariages qui continuent dans un certain nombre d'endroits, même à des endroits où la frontière est extrêmement fermée ou difficile. Je pense à la frontière entre la Syrie et Israël, par exemple. Voilà, enfin, il y a même des mariages à travers cette frontière à l'intérieur de la communauté druze. Hein. Il y a un film sur le sujet, en l'occurrence. Troisième concept assez important, lié justement à la frontière aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement l'impact de la mondialisation, c'est la frontière réseau, que vous connaissez, que tout le monde expérimente quand on prend un avion, et quand on doit donner des papiers d'identité longtemps avant de prendre l'avion, et qu'on doit avoir un permis avant d'atteindre le territoire dans lequel on va. C'est la règne des bases de données. Voilà. Alors les bases de données, c'est rien de le dire. Hein. La base de données, elle va assigner des identités. Elle va raccourcir, simplifier, réduire, hein, catégoriser, classer, stigmatiser. Donc, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, la bonne nationalité, le bon passeport, vous passez un sale quart d'heure. Hein, et vous passez un sale quart d'heure à toutes les frontières qui sont en réseau. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez problématique, hein, qui est un produit délétère de la mondialisation, avec cette illusion que nous avons eue en Europe de la dématérialisation, donc de la fin des frontières. Je pense ici à l'espace Schengen. Celles et ceux parmi vous qui ont fait cette expérience se sont rendus compte avec émerveillement qu'effectivement, avec nos passeports européens ou nord-américains, on pouvait franchir, canadiens, on pouvait franchir allègrement les frontières européennes, et qu'on n'était même pas contrôlé. Hein, voilà, c'est extraordinaire. Dématérialisation, mais enfin dématérialisation, vous pouvez être quasiment sûr que il faut mettre ensuite pixelisation. Hein. Pixelisation, c'est qu'effectivement il y a un émiettement, mais quand il y a un émiettement, c'est-à-dire qu'il y a des miettes, elles sont un peu partout. Elles sont en aval et en amont de la ligne frontière. Donc, de nouveau, la ligne frontière nous sert bêtement de repère, alors qu'elle est une illusion, et qu'en fait, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est les points de contrôle. Et les points de contrôle se sont démultipliés, et c'est ça la vérité aussi de cette logique, c'est cette rematérialisation. Et elle peut arriver de façon invraisemblable. L'autre jour, quand je descends de l'avion à Lyon, je prends le bus pour aller à Grenoble. Hein, il y a 1 heure de bus. Hein. Bon, on monte dans le bus, donc on sort, on passe la douane, j'arrive de Turquie, hein, et on monte dans le bus, très bien. Le bus s'en va, et on sort de l'autoroute pour arriver à Grenoble. Une patrouille volante de sécurité des frontières. Incroyable. Ils nous arrêtent et ils montent dans le bus et ils vérifient les passeports de tout le monde et ils font descendre, comme par hasard, des gens qui avaient plutôt le tamat. Et ils commencent à vérifier un certain nombre de... J'ai trouvé ça assez incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, alors si on parle de pixelisation, alors là, on est au cœur justement de cette expérience. Hein. Et en somme, cette gouvernementalisation des régimes frontaliers, qui est un terme foucaldien qui fait gros comme une maison, hein, comme ça, mais dans la réflexion de Foucault, il y a aussi ça, c'est que si on parle de gouvernementalisation, c'est qu'il y a effectivement une violence micro qui est exercée. Hein, et elle est bien là-dessus, c'est l'individualisation de la frontière. Hein, puisqu'évidemment, on porte la frontière avec nous, puisqu'on est dans une base de données et qu'on a notre pièce d'identité et qu'on a été simplifié dans les bases de données avec à quoi est-ce qu'on ressemble dans une base de données? On ressemble à rien, enfin je veux dire, voilà, à un moment donné, ces classifications,
on n'est pas du tout maître, en outre, de ce type de données. Hein. Alors, un petit problème au Moyen-Orient avec l'analyse en termes de frontières réseau, c'est qu'un grand nombre d'États, encore aujourd'hui, un grand nombre, disons, une moitié des États arabes, échappent, dans le fond, à ces bases de données. Alors, je ne parle pas des aéroports internationaux, hein, bon, voilà. Mais je parle des territoires frontaliers, des régions frontalières, où, dans le fond, souvent, vous n'avez même pas un ordinateur, quoi. Donc effectivement, là, ça serait abusé que de dire oui, la planète entière est cernée par les bases de données et les frontières réseau. Non, pas tout à fait. Hein. Donc voilà, donc là, je pense qu'il y a quelques limites. Mais voilà, vous avez des États qui sont fort bien dotés. Hein. La Jordanie, par exemple, je vous explique, alors là, vous avez tout de suite compris le problème. Hein. Alors là, vous avez des vraies bases de données avec des vrais services de scanning de toutes vos affaires, etc. Bon, bref, enfin, j'ai fait quelques expériences intéressantes. Enfin, quatrième concept, extrêmement intéressant et développé, qui a connu, je dirais, une croissance ces dernières années, à partir de la conceptualisation de ma collègue Chiara Brandolin à l'Université de Bergame, celle du borderscape, l'imaginaire frontalier. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, l'imaginaire frontalier, c'est une façon, dans le fond, de s'approprier la frontière, notamment pour les groupes dominés. C'est une façon de, justement, on le disait tout à l'heure, co-construire la frontière. Alors, comment est-ce qu'on la construit aussi quand on est un groupe dominé? Effectivement, il y a un imaginaire, c'est souvent évidemment un narratif sur la frontière, mais ça peut aussi être des performances artistiques, par exemple. Donc il y a une sorte de transformation de sens, nous dit Chiara, ou une sorte de contre-hégémonie, un récit contre-hégémonique, dit-elle, et je trouve que c'est assez bien vu parce que ça permet de dire que la définition de ce qu'est une frontière ou un espace frontalier n'a pas juste un monopole quelque part. S'il a un monopole, oui, effectivement, le monopole il est détenu par l'État en théorie sur la définition de cet espace, il peut y avoir des récits contre-hégémoniques. Et c'est intéressant, alors j'ai fait exprès d'illustrer avec cette photo qui est l'archétype même du récit contre-hégémonique. Ce sont des réfugiés palestiniens au sud du Liban qui se réunissent pour la commémoration de la Nakba et qui regardent la Palestine en face. Alors je crois qu'effectivement on est dans le récit contre-hégémonique, cette idée-là, mais plus largement, moi j'ai essayé, disons, de réfléchir aussi de façon un petit peu critique avec ce concept, de savoir s'il était possible de l'utiliser pour pas seulement des groupes dominés, mais à partir de ce que font des groupes politiques qui sont aujourd'hui très puissants. Et là j'ai pensé à ce travail de réécriture de l'histoire fait par le Hezbollah au sud du Liban avec son musée. Le musée du Hezbollah est devenu très célèbre depuis son ouverture en 2010 et la localisation de ce musée est très intéressante. Ça se situe effectivement sur une ancienne zone de démarcation, d'occupation de l'armée du Liban Sud par les supplétifs de l'armée du Liban Sud soutenus par Israël. Et le Hezbollah, dans cette région-là, s'est taillé en quelque sorte une réputation depuis 1985 pour avoir lutté contre l'occupationnisme, selon la terminologie, et avoir donc une forme de légitimité à transformer cet ancien lieu de résistance en un musée. C'est un mémorial. C'est assez intéressant. Alors. Et la topographie, c'est celle-ci. Vous voyez qu'on est effectivement dans une zone montagneuse. Les montagnes, le mont Safi, là, qui est au fond, c'est 1400 mètres d'altitude. On n'est pas tout à fait au bord de la mer. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette tentative de réappropriation de l'espace frontalier, donc en lutte en quelque sorte, ici sur le site de Mlita, c'est fait avec tout un narratif autour, un narratif à plusieurs niveaux. C'est extrêmement intéressant. Dans un premier temps, ma première réaction, c'était de dire, c'est simple, le Hezbollah réécrit l'histoire.
point final. Après, bon, je me suis un petit peu interrogé, je suis allé visiter 2 fois, 3 fois. Après, je suis retourné plus régulièrement pour parler avec différents acteurs, le directeur du musée, certains concepteurs, des architectes, des guides, des clients de différentes nationalités. Parce qu'à un moment donné, on ne parle pas de quelque chose d'anecdotique. Je vous parle quand même de 1 million de visiteurs en 2 ans. Donc, je ne sais pas, ils tombent d'où ces visiteurs. Donc, vraiment 1 million. Alors bon, je suis allé 30 fois au musée, mais pour moi ça fait 30. Voilà. Je pense que tout le monde n'a pas 30 fois au musée, mais par contre, les 30 fois où je suis allé au musée, ils étaient pleins. Alors ça, c'est une vérité aussi intéressante. Mais au-delà du chiffre, je dis simplement que la réflexion, elle n'est pas anecdotique. Qu'est-ce que ça signifie de faire un musée comme celui-ci, et qu'est-ce qui s'y diffuse, et quelles sont les représentations, quelles sont les valeurs, quel est le discours, quel est le narratif, dans le fond. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un narratif de la résistance et du monopole de la résistance anti-israélienne par le Hezbollah, qui fait évidemment l'impasse sur tous les autres groupes qui ont résisté, en passant par les communistes et les Palestiniens, etc. Et vous avez même des étudiants, alors je commence à discuter avec eux, des étudiants qui venaient d'un camp palestinien qui étaient là. Et puis je leur disais, mais enfin les gars, vous savez qu'il y a les Palestiniens qui ont aussi résisté là, au sud, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et les gars, ils étaient un peu surpris, c'était une école de Châtillon. Et donc voilà, le guide était moyennement content. Mais tout ça pour dire que l'imaginaire frontalier qui se diffuse, alors évidemment j'ai fait une étude de substance, de qu'est-ce qui se dit. Il y a un petit film à l'entrée dans ce bâtiment-là, il y a une exposition avec des armes prises aux Israéliens en bas, etc. Il y a la métaphore de la puissance de Hezbollah qui tisse une toile dans laquelle tombe l'armée israélienne. Donc bref, qui est aussi une référence islamique, avec Al-Ankabut, c'est tiré d'un verset coranique. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement intéressantes en termes de discours. Donc on est dans quelque chose de discursif. Ça n'est pas un lieu de combat, c'est un mémorial, mais c'est un lieu de réaffirmation identitaire, en quelque sorte. C'est un lieu aussi de production du sens au jour le jour. Et c'est quelque chose, puisqu'il y a des visiteurs tous les jours. Et donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et cette idée de Boardscape, j'ai trouvé, pouvait aussi être utilisée dans cette configuration-là, dans la mesure où ça permet de dire simplement un peu plus que, oui, le Hezbollah a écrit l'histoire, sans aucun doute, mais enfin, il n'a pas attendu de ce musée pour réécrire l'histoire, il fait un tas d'autres choses, mais dans ce musée, on peut y aller, et je vous dirais qu'il est même assez bien organisé. Ça ne fait pas branquignol, vous allez là-dedans, c'est sérieux. Mais vous payez 2 € l'entrée. Donc, bon, vous mettez un temps infini pour arriver jusqu'au musée, c'est mal indiqué, etc. Ça, c'est le léger problème. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose qui participe aussi du travail du Hezbollah dans son accaparement hégémonique, dans la définition de qui il est et de qu'est-ce qu'est le sud du Liban en tant que zone de confrontation, puisque c'est toujours une zone de confrontation. Ça, je pense que c'est un autre élément consubstantiel de cette question du Boardscape. Voilà, donc c'est à peu près là où je voulais vous emmener, avec mes histoires, et le Moyen-Orient et ses concepts. Et donc voilà, je vous suggère qu'on puisse parler maintenant tranquillement de la validité de tout ça et vos impressions. Je vous remercie.